c'est depuis une longue période, les autorités haïtiennes, bien conscients de la fierté de la nation, bien conscients de la réalité de la situation en place ici en Haïti, ont dit qu'ils avaient besoin de certaines assistances et pas d'autres. La crise sanitaire autour de la choléra et le blocage de port qui se déroule depuis mi-septembre a changé ce point de vue et a mené le gouvernement à faire une demande pressante à la communauté internationale, y compris États-Unis, pour que nous répondons aux besoins forces armées, débloquer forces pour faire adresse à la situation de choléra. C'est ça qui a changé. Et pour dire que pendant 14 mois, nous, on était en train de regarder sans rien faire, je crois que c'est pas juste. On a des millions de dollars, beaucoup d'attention qui a été versée à essayer les autorités compétentes dans le ministère de Santé, dans dans le HNP, dans des différents domaines, à continuer le soutien qui est là depuis très, très longtemps aux États-Unis. Alors, de dire que pendant 14 mois, on n'a rien fait, je crois que c'est pas juste. Maintenant, ça a changé avec une demande formelle de la part du gouvernement à la communauté internationale d'intervenir, vu les circonstances qui sont survenues à partir de mi-septembre. À vous. Monsieur l'ambassadeur, vous n'avez pas trop compris. Je n'ai pas dit que les États-Unis n'ont rien fait pendant tout ce temps. Je vous ai demandé, est-ce que pendant les 14-15 mois passés, est-ce que les États-Unis étaient dans le spectatif? Et puis c'est maintenant d'un coup, ça marche. Est-ce que vous n'avez pas compris que refouler des Haïtiens qui étaient à la frontière mexicano-américaine, est-ce que vous ne pensez pas que ça venait aggraver le problème ici en Haïti? Parce que c'est des gens qui nous reviennent d'un grand pays voisin et ces gens-là ont tout dépensé pour arriver là-bas. Et maintenant, quand ils sont arrivés ici, eh bien, il n'y a rien, ça vient empirer la situation. Donc, comment comprenez-vous qu'un grand pays comme les États-Unis d'Amérique, qui est un bon ami, puisque ça fait longtemps, les relations entre Haïti et les États-Unis d'Amérique, ne pouvait pas, je dirais, retenir ces gens quelque part, un moment, le temps pour nous de nous arranger parce qu'on n'a pas de système d'accueil pour ces gens. Notre économie est effondrée, c'est l'État même qui est effondré ici en Haïti. Donc, vous nous envoyez quand même. Vous ne pensez pas que ça n'a pas dégénéré davantage la situation? Ben, je peux bien comprendre la question. Et en tant qu'officiel du gouvernement américain, je dois dire que nous, on a les lois qui sont en vigueur. On a la situation qu'on en a. Je peux dire qu'on est bien au courant de la situation aiguë qui mène à cette et qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui essayent de fuir le pays. Et on veut s'adresser à cela. Je suis pas là en tant qu'historien pour pouvoir faire une analyse de ce qui a eu lieu dans les dernières années et demie ou les dernières 10, 2 ans, 3 ans, combien de temps vous voulez étudier. Mais dans la situation courante, ça c'est une partie de la discussion parce que l'ambition, le désir, c'est pas une ambition, le désir de toute personne qui sont concernées avec la situation haïtienne pour qu'on puisse fournir des conditions à pouvoir bâtir un Haïti dont les personnes ne vont pas essayer de fuir. Et alors, dans ce contexte, de pouvoir fournir un contexte dans lequel nous pouvons avancer, bien sûr, dans le court terme, à adresser à la menace à tous les Haïtiens posés par le choléra, ça c'est le court terme. Mais pour le long terme, il y a la question de comment établir un état de droit, de transparence, de bonne gouvernance, qui va donner une opportunité à les jeunes Haïtiens pour qu'ils puissent avoir ce qu'ils ont besoin dans la vie, ici chez eux, plutôt de se mettre dans le danger de trouver des façons irrégulières pour essayer de voyager, pas simplement aux États-Unis, mais n'importe quel autre pays. Alors, en gros, je suis sympathique avec la question qui est posée, de toute façon qu'elle est là, mais on a les données qui sont là. Mais maintenant, on a la réalité courante qui est arrivée grâce à la situation courante. Et c'est à ça que nous essayons d'adresser
aussi bien sur le plan du court terme, vu la demande faite par rapport au choléra, mais pour le long terme, qu'on n'arrive pas dans une telle situation dans l'avenir. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Stomaer, et maintenant, revenons à la question des armes. La majorité des armes, soit qu'on a saisies ici en Haïti, soit qui rentrent de façon illégale, je ne sais pas, par la frontière, mais ce sont des armes qui nous viennent des États-Unis d'Amérique. Je comprends que les lois américaines permettent aux gens d'acheter n'importe quel type d'armes, etc. Tout ça, de toute façon, je sais que votre pays travaille pour évoluer à ce niveau, puisqu'il y a trop de choses qui arrivent, même aux États-Unis. Je comprends ça, mais la majorité des armes sur le terrain haïtien vient des États-Unis d'Amérique. Et moi qui connais les États-Unis d'Amérique, passer la frontière, ce n'est pas quelque chose de facile aux États-Unis. Soit par avion, par bateau, ou je ne sais quoi. C'est toujours très difficile parce que c'est quelque chose de très serré. C'est un engrenage. Comment se fait-il que ces armes sortent des États-Unis pour arriver ici? Et ça fait longtemps déjà qu'on se plaigne de cette affaire et on n'a pas trouvé une réponse à cela. Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que ça, vous comprenez, vous? Non, on comprend très bien la question ça. On t'a mentionné ça dans la présentation que tu as fait. Évidemment, nous devons faire plus. Nous sommes en train d'essayer de faire plus parce qu'il n'y a aucune façon de nier que la massive majorité des armes qui se trouvent malheureusement ici en Haïti sont d'origine américaine. Cela étant dit, on est en train d'essayer de renforcer tous nos contrôles sur ce trafic, identifier les personnes de trafic illégal des armes qui arrivent ici en Haïti, à identifier les personnes qui sont responsables, de les prendre, de les faire responsables de leur saisir et de bloquer ça. On a augmenté les contrôles que nous faisons, les inspections pour les matériaux qui sortent des États-Unis et on veut renforcer de même façon les contrôles qui peuvent être faits ici en arrivant à contrôler les containers, à faire que la douane fonctionne comme elle doit faire, à faire qu'on ferme cette trafic horrifiant qui se déroule et cause beaucoup de l'instabilité que nous vivons aujourd'hui à Port-au-Prince et à travers le pays. Il faut ne pas oublier en même temps que nous voulons renforcer nos capacités de contrôler les autres trafics illégaux dont le pays est en train de souffrir, le trafic des personnes, le trafic des drogues. Mais les armes sont clairement une grande partie de ce à laquelle il faut que nous nous adressons et nous essayons de renforcer nos efforts là-dessus en coopération à travers les États-Unis, bien sûr, mais aussi avec les autorités compétentes ici en Haïti. Je comprends que votre ambassade, votre consulat, alors, avait des difficultés, 2 ans de Covid et tout ça, des rendez-vous qui ne pouvaient pas, on ne pouvait pas respecter les dates, le calendrier des rendez-vous, tout ça. Je comprends. Et puis, ensuite, l'insécurité, les difficultés ici en Haïti. Mais ce qu'on n'arrive pas à trop comprendre, vous avez délocalisé votre service consulaire vers la République dominicaine. C'est ça? Il y a une information comme ça qui circule, comme quoi les États-Unis demanderaient des Haïtiens qui voulaient avoir un rendez-vous. Donc, les Haïtiens peuvent faire ça sur le site de l'ambassade en République dominicaine. Ça va nous coûter beaucoup. Pour avoir un visa dominicain maintenant, ça fait $400 américains. Déjà, non, il faut payer un peu plus, il faut tout ça, mais il faut aller sur le terrain. Donc, si vous confirmez cette information, ça va être très dur pour les Haïtiens de partir en République dominicaine faire leur demande. Qui pourraient postuler. Mais le problème, ça reste que les officiers, typiquement dans des tels lieux, ils connaissent pas très, très bien la réalité haïtienne. Et comme tout le monde en sait, pour postuler à avoir une visa de visiteur de n'importe quelle qualité, il faut que nous considérons, est-ce que, à vrai dire, le concerné probablement se rendra aux États-Unis pour une courte visite et va revenir chez lui. Et alors, s'il postule à l'extérieur, c'est vraiment difficile
pour qu'un officier consulaire pourrait être certain qu'un concerné haïtien ou d'autres pays pourrait être certain de rentrer chez lui, au moins qu'il a une business ou autre lien très profond dans les pays dans lesquels il se postule. Mais si c'est quelqu'un qui a beaucoup de racines en République dominicaine, il se postule à Saint-Domingue, et il montre qu'il a des preuves que oui, la famille est de longue durée là à Saint-Domingue, ils ont des racines, c'est évident ils font le va-et-vient typiquement de Saint-Domingue. Voilà, ils pourront être accordés une visa. Mais pour l'Haïtien général, de se dire, je vais sortir à Saint-Domingue ou à Mexico City ou un tiers lieu, postuler, il risque de pouvoir postuler, mais avoir une forte possibilité d'être refusé. Mais nous avons donné aucune instruction à qui que ce soit qu'il faudra aller à la République dominicaine pour chercher des visas. Et on est dans les visas, on y reste. Il y a des informations qui circulent aussi que des officiels haïtiens, des leaders politiques et des membres du gang qui avaient des visas. Donc, on entend dire qu'on a coupé les visas de ces gens-là. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, qui sont ces gens? Parce que la société qui souffre aujourd'hui a besoin de savoir, a besoin de connaître ces gens pour aider. Quand même, c'est le travail que vous faites. Vous exercez la pression sur eux, et bien comme ça, on pourrait vous aider de faire monter la pression davantage sur ces gens. Mais il faut qu'on les connaisse. Oui, mais le problème, à répondre à la question précise, oui, on a pris des décisions à annuler les visas existants ou de nier dorénavant les postulations par certaines personnes dont on a des preuves convaincantes que nous pensons sont la base à croire, qui sont parmi ceux qui sont en train de défrauder le peuple haïtien, qui sont en train de miner la sécurité, qui sont complicites dans toutes les sortes de choses que nous tous connaissons. Alors oui, on a formalisé le processus et on a livré une décision précise sur un certain nombre. Vous êtes dans une position de nous fournir des noms, des concepts, des cas. On est en état de droit et ça revient à la deuxième question. La loi concernée par rapport à l'annulation des visas ou la suspension d'accorder des visas à certaines personnes, c'est de restricter cela. Elle fait que la déclaration formelle de ça, c'est considéré comme privé. Alors, de pouvoir vous dire que voilà, on suspend le visa d'Eric Strohmeyer, c'est pas quelque chose qu'on va vous dire. Parce que, d'une côté, ça c'est privé entre nous et moi. Disons que j'étais étranger, je postulais. Et on pense qu'il faut qu'on donne le concerné le droit de faire une demande de clear their name, de pouvoir prouver leur innocence, qu'ils ne sont pas coupables de ce que nous tenons contre eux. Et alors, dans ce contexte, on n'annonce pas le nom parce que on veut pas, peut-être, malheureusement, être en train d'annuler le visa pour quelqu'un qui n'est pas coupable. Mais en même temps, en faisant que ça soit privé, ça encourage tout le reste du monde qui pourrait être complicite, même que nous ne connaissons pas, de penser que voilà, si je continue dans de telles façons de travailler, de telles façons de réagir, il se peut que lorsque mes filles, mes fils, ma femme, mon mari, lorsqu'ils postulent, grâce à mon fait, il ne pourra jamais aller aux États-Unis. Et alors, encourager cette mentalité, c'est la base de cette loi, la raison pour laquelle elle est là, d'infliger une pénalité contre ceux qui sont responsables et aussi de décourager les autres. Et c'est pour ça aussi qu'on est en train de poursuivre le même sort de régime avec la communauté internationale à travers les Nations Unies pour qu'un tel concerné, s'il décide, il s'en fout d'aller aux États-Unis, il n'aura plus la possibilité d'aller à Paris. Il n'aura plus la possibilité d'aller à Genève. Je ne sais pas où. Et alors, cela, c'est ça. Mais de l'autre côté, il y a des autres sanctions sous nos lois que nous pouvons prendre, dont nous sommes en train de poursuivre, dont il y aura des annonces de nom. Et ça viendra, je l'espère, bien prochainement. Mais étant état de droit, ça nous prend un certain temps pour être certain que le dossier est complet comme il faut. Mais je peux vous dire qu'il y a des dossiers qui se préparent, dont il y aura des déclarations des noms à des personnes dont on va chercher à prendre leurs biens à l'extérieur, d'annuler les visas, de prendre des autres sanctions contre eux pour les isoler et pour les identifier publiquement. Pour finir avec cette partie, est-ce que un homme d'affaires
ou un bandit, ou un leader politique, ou un membre du gouvernement que vous voudriez sanctionner avec cette décision serait un résident américain. Ça, c'est pas l'annulation de visa. Comment vous allez faire? Oui, mais des résidents américains peuvent peuvent perdre leur résidence grâce à des crimes, grâce à des autres choses. Autre chose par La rapport aux procédure est citoyens beaucoup plus américains. longue, je pense. Non, non, oui. C'est-à-dire, ils peuvent, s'ils ont violé les droits américains, ils sont résidents, ils sont soumis à des pénalités, on poursuit cela. Ils pourront être soumis à la justice américaine, évidemment. En même temps, par contre, évidemment, des citoyens américains, après tout, on ne peut pas les déporter, etc. Ils peuvent être soumis, par contre, comme je viens de le dire, comme les porteurs de résidence, à des pénalités légales au sein des États-Unis, mais par contre, à l'extérieur, les autres pays pourront prendre des sanctions. Ils peuvent être citoyens américains, ils ne vont pas être déportés, mais rien n'empêche que les autres pays pourront prendre des restrictions sur eux pour dire que, bon, voilà, vous êtes personne non grata, on vous accorde pas une visa pour nous visiter parce que vous êtes impliqué dans telle chose. C'est pour ça que nous voulons un régime international là-dessus. Et alors, c'est pour ça qu'on le poursuit. Et à l'instant, on voit bien qu'il y aura le soutien international à travers les Nations Unies pour le faire. En tout cas, merci, et monsieur l'ambassadeur, et d'avoir répondu à nos questions sur cette affaire de visa, parce que c'est la sanction généralement les États-Unis et prennent contre des gens qui nous empêchent de vivre dans le pays. Mais vraiment, vraiment, vraiment pour finir, parce qu'on sait que c'est pas pressé, mais je suis content d'être là avec vous. Allez-y. Alors, vous n'êtes pas pressé alors? Si vous n'êtes pas pressé, non. On va y J'ai aller. dit que mon temps est pressé. Mais okay. En même temps, je suis à votre disposition pour encore une question avec volontiers. Là. Oui, merci. D'accord. Une question en créole. Voilà. Okay. Bon, une question très simple pour comprendre créole. Je vais parler avec vous, Mounio. Où c'est Zamim? Vous comprenez ça? Zamim, voisin que tout pour la caméra. Pays à l'oc. Ou gen manger, m'ba gen manger. Ou pas sorti, moi pas sorti. Mais comme ou pas ka sorti, m'pa ka sorti parce que moi dans qui conditions humaines employé al travail dans ambassade là dans consulat, moi dans conditions. Mais gen des trois amis qui a entré sont à l'étranger viennent à manger pour moi. Ou des conseillers américains entrer beaucoup il y a un problème là. Est-ce que vous avez compris? Oui, je crois que moi bien, j'ai compris. Nous avons une situation, obligation envers citoyens américains à partir de tout le monde ça, leur signaler les conditions dans le pays, n'importe quel pays, et encourager ou décourager qui vient. Alors, dans cette situation ça, nous décourageons tous les citoyens américains à venir dans la situation à pays grâce à la situation difficile liée. On comprend par contre que citoyens américains, haïtiens américains veulent aider compatriotes leurs, amis saillants ici, si j'ai bien compris la question. Nous, on ne défend pas qu'ils voyagent. Les lignes aériennes sont là. Les lignes, ils continuent leur travail. Et s'il y a un citoyen américain d'origine haïtienne ou autre qui voulait venir ici aider compatriotes, famille, ça, ils peuvent venir. Mais je leur signale qu'il faut nous contacter avec leurs détails pour que nous sachions là où ils sont, pour que nous puissions aider s'ils ont question. On est très restreint avec ce qu'on peut faire, mais on encourage, si vraiment, vu les circonstances, un Américain voulait venir, que lui prend responsabilité de nous informer, présence ça, pour que nous pouvons constater où il est, contrôler ça, et si dans le cas où il y a besoin d'assistance, nous sommes là pour essayer de l'aider. Mais ça, c'est pas un empêchement légal, dans le sens, si citoyen américain il vient pour aider, en effet, nous, on ne va pas dire non, mais on encourage les Américains en général à venir, vu la situation. Est-ce que ça vous répond? Ouais. C'est la toute dernière question. Je sais que la réponse va être diplomatique. C'est pas ce que j'espérais, mais c'est ce qui va se faire. Pour
les ressortissants américains qu'on avait enlevés et à la Croix des Bouquets, les 400 Marozo, je ne sais pas si vous connaissez, on pensait que les Américains allaient arriver et vite fait résoudre le problème. On n'a rien. On a entendu des discours, tout ça, mais il n'y avait pas d'opération spéciale des Américains pour venir libérer ces ressortissants. Donc ça, on n'a pas compris. OK. Ben, j'ai pas. Si ça, c'est une partie de la question, il faut dire que l'Haïti, c'est un pays souverain. Et alors, avoir une intervention unilatérale des États-Unis chaque fois qu'il y a un problème par rapport à un citoyen américain autour du monde, comme les kidnappings, comme peut-être des autres soulèvements, etc., c'est pas quelque chose que nous sommes capables de faire unilatéralement. Évidemment, cette situation sécuritaire est suivie de très proche. Et s'il y a un citoyen américain qui est saisi dans des circonstances, on saisit la situation. Vous pouvez bien en souvenir la situation avec les missionnaires qui étaient pris, la situation avec les autres citoyens américains qui ont été pris, même des personnes, des situations en privé, dont peut-être le grand public n'est pas au courant. On réagisse à la pleine capacité que nous puissions le faire en coopération avec les autorités locaux. Et alors, étant donné que le law enforcement, les efforts de suivre là-dessus, je peux vous dire aussi, il y a eu des déportations d'autres éléments qui ont été impliqués dans les kidnappings dans le passé parce qu'ils ont violé le droit américain en faisant cela. Ils ont été déportés, soumis à la justice américaine. Et je crois bien là-dessus aussi, il y aura des cas comme ça dans l'avenir qu'on va faire. Alors, on réagit, mais pas dans la façon dont je dirais qu'on pourrait faire. C'est ainsi. Moi, je ne peux pas dire plus pour l'instant. Avec cela, je crois qu'il faut que tu termines. Merci, Monsieur l'ambassadeur Eric William Strohmayer. Je rappelle que vous êtes le chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique en Haïti. Merci. Et je remercie quand même les États-Unis d'Amérique qui ont accepté de nous parler ce matin. Non. Avec plaisir. Et j'espère bien qu'il y aura autre occasion, peut-être meilleure, à laquelle on pourrait échanger. Je l'espère bien. D'accord. Bonne journée et bon dimanche. Merci à vous. Merci infiniment et bonne continuation sur le thème.